Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 5. C'est le dernier chapitre du programme d'atomistique cette année. Donc, avant d'aborder le chapitre 5, je voudrais quand même revenir un tout petit peu vers l'arrière pour que vous puissiez suivre avec moi le cours. Donc, on a vu la configuration électronique. Donc, on a vu c'était la répartition des électrons dans les différentes couches électroniques de l'atome. Et on a vu que cette répartition, elle se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire, il y a certaines règles qui gèrent cette répartition. Donc, la première règle, c'est le principe d'exclusion de Pauli. Donc, ce principe, il dit que dans un atome, deux électrons ne peuvent pas avoir les quatre nombres quantiques identiques. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez ici, on prend par exemple les électrons de la couche 3s. Alors, si on prend cet électron-là, donc le nombre quantique, ça va être les trois nombres quantiques N, L, M et S. Donc, normalement, c'est trois. Après, vous avez le nombre de spin. Donc, le nombre N, nombre quantique principal, donc N égale à 3. Puisque c'est la couche S, donc L égale à 0. Et si L égale à 0, M égale à 0. Donc cet électron-là, il a N égale à 3, L est 0, M 0 et S plus un demi puisqu'il est dirigé vers là-haut. Alors le deuxième électron, pour qu'il puisse être en accord avec le principe de Pauli, il faut qu'il ait le quatrième nombre quantique différent comme ça, il n'aura pas les quatre nombres quantiques identiques. Parce que si on regarde cet électron, il a la même valeur de N que celui-là, la même valeur de L, la même valeur de M, mais pour qu'il puisse respecter le principe de Pauli, on va le mettre vers le bas pour comme ça, il aura un spin moins un demi. Donc, deux électrons dans un atome, ils ne peuvent pas avoir quatre nombres quantiques identiques. Donc, s'ils appartiennent à la même couche, à la même sous-couche, c'est-à-dire ils vont avoir le nombre N, L, M identique, mais pour les différencier, on va leur donner chacun un nombre de spins différent. La règle de Roux. Pour une valeur déterminée du nombre quantique secondaire L, les électrons occupent le maximum de valeurs de M, c'est-à-dire le maximum des cases quantiques. Ça veut dire, si on regarde ici, on a trois électrons à mettre sur la sous-couche 3P. Donc, il faut les mettre comme ça, une dans chaque case, et non pas deux après une, et laisser une case vide. Donc, comme ça, il faut occuper le maximum de cases, et il faut qu'ils aient un spin maximal. Il faut que la somme des spins soit maximale. Ensuite, la règle de Kleshkovsky, c'est-à-dire le remplissage s'effectue selon les valeurs de n plus L croissantes. C'est-à-dire, on va commencer par les couches la plus basse en n. Ensuite, lorsque nous avons des éléments qui appartiennent à la même valeur de n, donc on va voir les n plus L maximales. Comme ici, par exemple, comme les électrons D, 3D et 4S. Vous avez 3D, N plus L de 3D, c'est N égale à 3. Et puisque c'est l'orbital D, donc c'est L égale à 2. Donc ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Donc si on a le choix entre mettre deux électrons comme ici, dans 3D ou 4S, on va choisir de les mettre sur 4S parce que 4S, c'est N plus L minimal. Parce que 4S, N plus L égale à 4 pour N et L égale à 0 pour S. Donc, ça fait N plus L, ça fait 4. Donc, 4 et 5, donc 4 inférieur à 5. Donc, on va d'abord occuper les orbitales S et ensuite, on va revenir sur les orbitales 3D. Donc, voilà en ce qui concerne la règle de remplissage. Ensuite, nous avons vu les calculs, la théorie de Slater ou l'approximation de Slater. Nous avons vu que
C'est une approximation qui consiste à tenir compte de la présence des électrons avec des électrons J avec un électron I. C'est-à-dire, on va tenir compte du fait que l'atome a plusieurs électrons en calculant un Z qui est différent de la valeur de Z de l'atome. Alors, la valeur de Z étoile, elle va dépendre du groupe où se trouve l'électron. Donc, pour pouvoir calculer ou appliquer la théorie de Slater, d'abord, la première des choses à faire, c'est donner la configuration électronique. Donc, ça, c'est impératif. Et il faut absolument que la configuration soit juste ou soit bonne, parce que sinon, tout le calcul qui en déroule est faux. Ensuite, il faut former les groupes de Slater. Ici, pour le calcium, on a Z égale à 20. Donc, le groupe 1S, 1S2, c'est un groupe. 2S2P, ça fait un groupe. 3S3P, ça fait un groupe. 4S, ça fait un groupe, et ainsi de suite. Si on avait 3D, donc le groupe 3D, normalement, il forme un groupe à lui seul. Donc, voilà les groupes de Slater. Donc, maintenant, on va prendre un électron I et on va calculer sa charge fictive, c'est-à-dire la charge qu'il va ressentir au lieu de la charge Z du noyau, parce qu'il y a les électrons qui sont devant. Normalement, c'est ce qu'on appelle la constante d'écran ou l'effet d'écran, parce qu'on va dire que les électrons J font écran sur I. Donc, les électrons qui font écran sur I, ce sont les électrons c'est les J qui sont inférieurs à I, c'est-à-dire que ce sont les J qui sont dans les couches inférieures. Ou alors, les J égale à I, c'est-à-dire les mêmes électrons du groupe, qui appartiennent au même groupe que lui. Donc, les électrons qui font écran sur un électron I, donc on va les appeler les électrons J, et ça va être les électrons qui se trouvent dans les couches inférieures, c'est-à-dire les J inférieurs à I, ou alors les J qui se trouvent dans le même groupe que le groupe I, et ce sera des groupes J égale à I. D'accord? Donc, ensuite, on va calculer donc l'énergie de l'atome, ça va être l'énergie de chaque groupe multiplié par le nombre d'électrons dans le groupe considéré. Par exemple, l'énergie du calcium, ça va être 2 fois l'énergie du groupe 1S, plus 8 fois l'énergie du groupe 2S2P, plus 8 fois l'énergie du groupe 3S3P, plus 2 fois l'énergie de 4S. Et donc, ça, c'est l'énergie de l'atome total, parce que chaque groupe, il a une valeur de Z différente. Donc, la première chose, on va calculer l'énergie Z étoile 4S pour calculer l'énergie de 1S. Donc, l'énergie 1S, pardon, 4S, on va commencer par les couches externes. Donc, l'énergie 4S, ça va être égal à moins 13,6 Z étoile 4S au carré sur N étoile au carré. Alors, le N étoile, vous avez sur les tableaux, ce sont les valeurs, lorsque N égale à 1 jusqu'à 3, N égale à N étoile. Mais au-delà de 3, il faut chaque fois regarder combien est la valeur de N étoile. Ici, par exemple, pour N égale à 4, on a N étoile égale à 3,7. Donc, c'est là ça commence à changer. Donc, pour calculer l'énergie 4S, il faut calculer Z étoile 4S. Et Z étoile 4S, c'est quoi? C'est Z, c'est la valeur de Z moins la somme des sigma dj. Alors, donc on regarde ici avec le petit dessin, vous avez ici, par exemple, on va considérer, donc on est dans le groupe 4S, et l'électron I, c'est un électron du groupe S. Donc, c'est l'électron que vous voyez ici en rouge. Donc, vous avez et on va voir quels sont les J qui font écran sur I. Alors, vous avez un électron J égale à I, c'est-à-dire dans le même groupe que I, donc ça va être Z moins, donc 1 fois 0,35, parce que c'est le même groupe et c'est différent de 1S, donc sigma égale à 0,35, plus. Ensuite, nous regardons les J inférieurs à I maintenant. Les J inférieurs à I, il y a les groupes de N égale à 3, le groupe N égale à 2 et le groupe N égale à 1. Et les trois, ici, par exemple, le sigma, il est différent. Donc, on va calculer chaque groupe, chaque sigma tout seul. Donc, vous avez ici dans le groupe N égale à 3, dans le groupe de 3S3P, il y a combien d'électrons? Il y a 8 électrons. Donc, ça fait 8J, donc ça fait 8
fois, quelle est la constante d'écran dans ce cas-là? C'est 0,85 parce que vous avez J inférieur à I, donc c'est-à-dire qu'il est dans la couche inférieure, et avec un delta N égal à 1, c'est-à-dire entre 4 et 3, vous avez un delta N égal à 1. Donc, sigma, c'est 0,85. Plus, maintenant, les J du groupe 2S2P. Il y en a combien? Il y a 8. Mais ici, le sigma, il change parce que delta N est différent de 1. Donc, ça va être 8 fois 1. Plus les J de N égale à 1. Donc, c'est 2 électrons. Et c'est multiplié par 1 aussi parce que delta N est différent de 1. Donc, c'est J inférieur à I et delta N est différent de 1. Donc, la constante d'écran, donc Z étoile de 4S, ça va être égal à 2,85. Donc, vous voyez de combien il va baisser le Z. On est parti de Z réel de 20 et les électrons de 4S ne vont ressentir qu'une charge de 2,85 parce qu'il y a les autres électrons qui sont devant lui. Ensuite, nous faisons la même chose pour le groupe 3S3P. Alors, pour le groupe 3S3P, donc pour calculer l'énergie de 3S3P, donc ça va être égal, ici, pardon, non, là, il y a 3S3P, c'est ici, en haut, pardon, excusez-moi. Donc ici, 3S3P, donc c'est l'énergie. Donc l'énergie, c'est quoi? C'est moins 13,6 Z étoile de 3S3P au carré sur N étoile au carré. Lorsque N égale à 3, N étoile égale à 3. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc il faut calculer Z étoile 3S3P. Alors c'est égal à Z moins les sigma des J. Alors, les sigma, on va regarder ici, donc l'électron I, il est ici sur 3S3P. Donc, combien de J égale à I? Donc, vous avez 7, parce qu'il y a 7 électrons avec l'électron I. Donc, ça fait, et là, la constante, elle est de 0,35. Donc, ça fait 20 moins 7 fois 0,35 plus, maintenant, les J inférieurs à I. Il y en a 8 avec sigma égale à 0,85 parce que delta n égale à 1. Donc, ça fait sigma, donc ça fait 8 fois 0,85 plus 2 fois 1 ici parce que delta n, il est différent de 1. Donc, ici, Z étoile de 3S3P, donc ça va être 20 moins 7,035 plus 8 fois 0,85 plus 2 fois 1. Donc, si vous faites donc, ça va vous donner un Z étoile de 8,75 et donc l'énergie, elle sera de moins 115,96. Pareil pour, donc ici les Z étoiles, ici les électrons de J, de 4S, ils ne font pas écran sur les électrons de N égale à 3 parce que J supérieur à I, donc sigma égale à 0. Donc, on fait pareil pour les électrons de 2S2P. L'énergie de 2S2P, c'est moins 13,6. Fois Z étoile 2S2P au carré sur N au carré ou N étoile au carré. Et Z étoile 2S2P, c'est 20 moins. Et on va compter, on va regarder quels sont les électrons qui font écran sur les électrons du groupe 2S2P. Donc, vous avez ici, on est dans ce groupe-là. Alors, tous les électrons qui se trouvent dans les couches supérieures, leur sigma est égal à 0. Donc, on s'intéresse qu'aux électrons qui se trouvent dans le même groupe et les électrons qui sont dans le groupe inférieur, c'est-à-dire les J inférieurs à I. Donc, vous avez J égal à I, vous avez 7 électrons, donc ça fait 7 fois 0,35 plus 2 fois 0,85. Il y a deux électrons sur un S. Donc, sigma étoile. Donc, Z étoile de 2S2P, ça va être égal à 20 moins 7 fois 0,35 plus 2 fois 0,85. Donc, c'est 15,85. Donc, l'énergie, elle est de moins 0,85. Pour les électrons de 1S, tous les autres électrons ne font pas écran sur les électrons 1S parce que ce sont tous des J supérieurs à I. Donc, les seuls électrons qui vont affecter l'électron I, c'est l'électron qui est avec lui dans le même groupe. Donc, ça va faire Z étoile égale à 20 moins 1 fois 0, ici 0,31 parce que n égale à 1. Si J égale à I avec n égale à 1, sigma c'est 0,31. Donc, si vous faites le calcul, vous trouvez l'énergie de 1S, c'est moins 5272,67. Et donc, l'énergie totale, c'est la somme
de tous les énergies de tous les groupes multipliées par le nombre d'électrons dans chaque groupe. Donc, dans un S, vous avez 2 électrons. Dans 2s2p, vous avez 8 électrons. Dans 3s3p, on a 8. Et dans 4s, nous avons 2. Donc, le total, c'est moins 18 320 électronvolts. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a vu pour les calculs des énergies des atomes à plusieurs électrons. Donc, lorsque vous avez un atome à plusieurs électrons, on applique la théorie de Slater avec les calculs des charges effectives et donc les calculs des constantes d'écran. Et si vous avez l'atome à un seul électron ou un hydrogénoïde, donc on sait que c'est la théorie de Bohr qu'on applique, donc c'est moins 13,6 z carré sur n au carré. D'accord? Donc là, on aborde maintenant la classification périodique. Alors, on l'appelle aussi la classification de Mendeleïev ou le tableau de Mendeleïev. Donc, au début, le tableau, il était basé le classement, pardon, des atomes était basé sur les masses atomiques croissantes. Mais après, puisqu'on a vu qu'ils ont découvert que les atomes, la masse n'était pas fixe, c'est-à-dire qu'il y avait des isotopes, etc. Donc, pour un même atome, on peut avoir plusieurs masses. Donc, c'était un peu compliqué pour classer les éléments en fonction de ce paramètre. Donc, la classification moderne ou la récente un peu relativement, donc c'est celle qui est basée sur le numéro atomique croissant. On sait bien que le numéro atomique OZ d'un atome, c'est un paramètre qui est propre à l'atome et donc il ne change pas. C'est pour ça qu'on s'est basé sur ce paramètre-là pour classer les éléments. Donc, dans le tableau périodique, il est constitué de 7 lignes. Alors, les lignes, elles sont appelées périodes. Alors, donc, c'est les lignes horizontales. Donc, ça, vous allez de gauche à droite, c'est une ligne. Donc, il y a 7 lignes dans le tableau périodique. En plus, il y a aussi les colonnes. Les colonnes, c'est les lignes verticales. Donc, les éléments qui appartiennent à la même période, on les appelle, qui appartiennent à la même ligne, ce sont des périodes. Et la même colonne, ce sont des groupes, d'accord? Ou familles. Donc, les éléments qui appartiennent à la même colonne, on dit qu'ils appartiennent à la même famille. Et les éléments qui appartiennent à la même ligne, on dit qu'ils appartiennent à la même période. Alors, quelle est la caractéristique des éléments qui appartiennent si les éléments appartiennent à la même ligne? Ici, par exemple, si on va de gauche à droite, tous les éléments qui se trouvent sur cette ligne-là, horizontale, ces éléments-là, ils ont la couche de valence, se termine par le même nombre quantique. Par exemple, si on prend le lithium, Z égale à 3, sa configuration, c'est 1s2, 2s1. Donc, la couche de valence, c'est 2s1 et le numéro atomique, c'est n égale à 2. D'accord? Donc, c'est n égale à 2. Donc, c'est la deuxième période. N égale à 2, c'est la deuxième période. Donc, si on prend le beryllium qui est juste à côté de lui, sa couche de valence, donc Z égale à 4, sa couche de valence, c'est 1s2, 2s2. Donc, toujours n égale à 2. Donc, tous les éléments qui appartiennent à ce groupe-là, leur couche de valence se termine par n égale à 2. Si on prend au hasard le fluor, il a Z égale à 9. Donc, sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p5. Donc, toujours, la couche de valence, c'est 2s2, 2p5 et donc n égale à 2. Donc, les éléments qui appartiennent à la même période ont le même nombre quantique dans la couche de valence. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des éléments qui appartiennent au même groupe, c'est-à-dire qui se trouvent dans la même colonne? Alors, ces éléments-là ont la même couche de valence, c'est-à-dire la couche de valence s'écrit de la même façon. Si vous prenez par exemple le lithium et le sodium, le lithium Z égale à 3, sa couche de valence c'est 2s1. Le sodium Z égale à 11, sa couche de valence est 3s1. Le potassium 4s1 et ainsi de suite. Donc, les éléments qui se trouvent le long d'une ligne ou le long, pardon, d'une colonne ont la même couche de valence et s'écrit de la même façon. Ici, par exemple, pour le carbone, c'est 2s2, 2p2. Pour le silicium, c'est 3s2, 3p2. Donc, toujours la même écriture de la couche de valence. Alors, ces éléments-là, donc ça veut dire que
les éléments qui appartiennent au même groupe, puisqu'ils ont la même couche de valence, ils ont les mêmes propriétés chimiques, c'est-à-dire ils réagissent de la même façon. Alors, donc, on va couper le tableau périodique, il est coupé en 4 blocs. Vous avez ici le premier bloc, c'est le bloc S. Alors, c'est le remplissage progressif des orbitales S. Ici, vous avez, alors ici, la première colonne, c'est un électron sur S. La deuxième colonne, c'est 2 électrons sur S. Donc, ça, la première colonne, deuxième colonne. Entre la troisième et la 12e, c'est le remplissage progressif des orbitales D. Ces éléments-là sont appelés les éléments de transition. Dans le bloc P, c'est le remplissage progressif des orbitales P. Par exemple, ici, vous avez le bord Z égale à 5. Donc, c'est 2S2, 2P1. Donc, ici, P sur P, il y a un électron. Ici, sur P, il y a 2 électrons. Sur P, il y a 3 électrons, 4, 5 et 6. Donc, la dernière colonne, c'est la colonne, elle est saturée, c'est-à-dire 2 NS2, NP6, et c'est la colonne des gaz rares. Il y a ensuite le bloc F, c'est le bloc des éléments radioactifs. Alors, on ne va pas beaucoup s'intéresser à ce groupe-là, donc à ce bloc-là. Donc, retenez seulement les 3 blocs essentiels, le bloc S, D et P. Donc, au début, et le bloc D, vous voyez qu'il ne commence qu'à partir de la 4e période. C'est à partir, ici, si vous voyez, si vous vous souvenez de la configuration électronique de ce qu'on avait fait, on commence à avoir 3D que lorsque 4S est saturé. Donc, les premiers éléments de transition, ce sont les éléments qui ont des électrons sur la couche 3D. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont déjà 2 électrons sur 4S. Donc, c'est à partir de la 4e période que commencent les éléments du bloc D. On va voir ça en détail tout à l'heure. Donc, le bloc S, c'est le remplissage progressif de S, donc NS1, NS2, colonne 1, colonne 2. Le bloc P, c'est le bloc ici en bleu, en vert, c'est le bloc où on remplit progressivement les orbitales P. Alors, si on remplit progressivement P, ça veut dire qu'on a la S, elle est déjà saturée. Donc, NS2, NPX, avec X comprise entre 1 et 6. Donc, c'est la colonne 13 à 18. Alors, l'hélium, ici, on l'a mis ici, dans cette colonne-là. La configuration électronique de l'hélium, c'est un S2. On l'a mis ici parce que c'est un gaz rare. C'est pour ça, il n'a pas la configuration des autres gaz rares, mais on les range avec dans cette colonne-là parce que c'est un gaz rare. Le bloc D, donc c'est un bloc où on remplit progressivement les orbitales D, sachant que la S, elle est déjà saturée. Il y a déjà 2 électrons, donc c'est NS2 en fait, N-1 dx, avec X varie entre 1 et 10. Donc ici, vous avez les éléments qui sont ici, ils ont une configuration NS2, N-1 dx, avec X comprise entre 1 et 10. Ici, vous avez 1, donc le nombre de couches de valence, c'est 3, parce qu'on va faire la somme des électrons de NS plus les électrons de N-1 dx. D'accord? N-1 D. Donc, vous avez ces X plus 2 égale à 3, X plus 2 égale à 4, X plus 2 égale à 5 et ainsi de suite. Voilà, donc pour les blocs F, on a dit ce sont les éléments qui sont radioactifs. Donc, le groupe N égale à 6, la période N égale à 6 sont appelés les lanthanides et le N égale à 7, c'est les actinides. Ce sont tous des éléments radioactifs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle famille ou groupe? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on appelle famille les éléments qui appartiennent à la même colonne. Alors, ce sont des éléments qui s'écrivent de la même façon. Ils ont leur couche de valence qui s'écrit de la même façon. Alors, la première colonne, c'est celle-ci. C'est la colonne NS1. On les appelle les alcalins. Alors, tous ces éléments qui se trouvent sur la première colonne sont appelés alcalins, sauf l'hydrogène. Il fait partie de cette colonne, mais ce n'est pas un alcalin. Donc, le premier alcalin, c'est le lithium. Ensuite, la colonne 2. Donc, ce sont des éléments, évidemment, qui sont des éléments qui donnent facilement des cations
avec une charge positive, donc comme le sodium plus, comme le potassium plus. C'est-à-dire ils ont un électron sur leur couche de valence, et qu'ils vont se débarrasser facilement de cet électron. Ensuite, vous avez la colonne 2. La colonne 2, c'est la couche de valence de ces éléments, c'est NS2. NS2, et dans ces éléments-là, on les appelle les alcalino-terreux. Ce sont aussi des éléments électropositifs, c'est-à-dire qu'ils vont donner facilement les deux électrons qu'ils ont sur la couche de valence, donc pour former Mg2+, Ca2+, etc. Ensuite, la colonne 3 à 12, c'est les métaux de transition. Donc, c'est cette colonne, ce bloc-là, le bloc D. On les appelle métaux de transition. C'est-à-dire, ici, on a le remplissage. La couche de valence N-1 dx, 4s2. Et ici, vous avez le chiffre ici, c'est la somme de x plus 2. Et donc, x plus 2 égale à 3, donc ça fait x égale à 1. Donc ici, vous avez 3D1, 3D2, 3D3, 3D4. Ici, c'est le fer et le cuivre, c'est un peu différent parce qu'ici, on est dans la couche, dans la configuration 4S1, 3D9. Et dans ce cas, vous avez 11 et vous avez 12. Ensuite, la colonne, ensuite, vous avez le bloc, la famille, la colonne 13. Alors, la colonne 13, 14, 15 et 16, c'est le remplissage progressif des orbitales NP. Ici, par exemple, la première famille, c'est la famille du bord, c'est la première colonne du bloc P. Ici, donc, c'est NS2, NP1. Ici, c'est la colonne 13, NP2, NP3, NP2, NS2, pardon, NP2, NS2, NP3. Donc, ça, ce sont des éléments caractérisés par le fait qu'ils sont des éléments qui participent à des liaisons covalentes. Puisque leur couche de valence elle n'est pas remplie et elle n'est pas vide, donc ils vont pas donner leurs électrons facilement et ils n'ont pas attiré vers eux des électrons facilement. Donc lorsqu'ils vont participer à des liaisons, ils vont partager avec l'autre élément leurs électrons de valence. Ensuite, vous avez la colonne 16. Le 16, c'est la colonne c'est le groupe de l'oxygène. Ce sont des éléments qui se terminent par NS2, NP4. Alors, ce sont des éléments, on les appelle les chalcogènes. Alors, les chalcogènes, ce sont des éléments qui sont connus par le fait que ce sont des électrons négatifs, c'est-à-dire qu'ils vont attirer vers eux facilement des électrons. Par exemple, la configuration des éléments de l'oxygène ou de la 16e colonne, c'est NS2MP4. Donc, il leur faut deux électrons pour compléter leur couche de valence. Donc, ils vont facilement attirer vers eux des électrons pour former des ions comme O2-, S2-, etc. Donc ça, c'est les chalcogènes. L'avant-dernière colonne, c'est la colonne 17, c'est la colonne des halogènes. Les halogènes, ce sont des éléments qui sont fortement électronégatifs, c'est-à-dire ce sont des éléments avec la configuration NS2-NP5, donc il leur faut un électron pour compléter leur couche de valence à 6. Donc ce sont des éléments fortement électronégatifs. Donc, ils forment des ions négatifs F-, L-, Br-, etc. Et ensuite, la colonne 18, c'est la colonne des gaz rares. Ce sont des éléments qui sont normalement inactifs chimiquement parce que leur couche de valence est saturée. Maintenant, on va voir les caractéristiques atomiques et périodicité. Alors, l'énergie, alors on va définir une caractéristique des atomes, c'est l'énergie d'ionisation. Alors, l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qu'on donne à un atome pour lui arracher un électron. Vous avez ici, par exemple, un atome A, il va donner A plus un électron. Et l'énergie mise en jeu pour faire cette réaction, c'est l'énergie d'ionisation. On va l'appeler la première ionisation parce qu'on a arraché le premier électron. Alors, normalement, l'énergie de la énième ionisation correspond à la réaction. Si on veut arracher plusieurs électrons, donc on va arriver à une énergie EIN. Et normalement, l'énergie d'ionisation, la première, c'est toujours la plus faible, parce que les électrons, on arrache des électrons qui sont à l'extérieur. Plus on s'approche du noyau, plus l'énergie d'ionisation devient importante, parce que l'attraction, elle est plus forte. Alors, comment varie l'énergie d'ionisation dans le tableau périodique?
C'est-à-dire comment varie l'énergie d'ionisation lorsqu'on on se, on se, on se déplace dans une période, c'est-à-dire de gauche à droite dans la même ligne, ou alors comment va varier l'énergie d'ionisation lorsqu'on va se déplacer dans un groupe, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Alors, si on prend l'exemple du lithium, le sodium et le potassium, alors quelle est la caractéristique de ces éléments? On a dit ces éléments-là, ils appartiennent à la même famille. Je vais revenir ici au tableau périodique. Ici, si vous regardez ces éléments-là, les éléments de la première colonne, ce sont des éléments qui ont la couche de valence pour le lithium 2s1, pour le sodium 3s1, pour le potassium 4s1. Donc, plus on va vers le bas, plus Z augmente et donc le rayon atomique va augmenter parce que l'atome va devenir de plus en plus grosse, volumineuse, d'accord? Donc, comment varie l'énergie d'ionisation comme ça, sachant que l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qu'on va donner à un atome pour l'arracher ou pour l'arracher de l'atome. Alors, ici, le lithium, alors comment va varier? Normalement, l'énergie, euh, plus l'énergie, plus l'attraction du noyau F est grande, plus l'énergie est grande. Parce que si l'électron est très attiré par le noyau, dans ce cas, il faut fournir une grande énergie pour l'enlever. Alors, donc, pour le lithium, on a 2s1, c'est-à-dire l'électron, il est proche du noyau. Il est beaucoup plus proche du noyau. L'électron de valence de la couche ns1, il est beaucoup plus proche du noyau du noyau dans le lithium que dans le sodium que dans le potassium. C'est-à-dire, plus on va vers le bas, plus l'attraction du noyau va diminuer. Et donc, donc le rayon va augmenter et l'attraction va diminuer. Donc, l'énergie d'ionisation va baisser. Donc, l'énergie d'ionisation, donc si on va Alors, si on va ici dans ce sens-là, de gauche du haut vers le bas, c'est-à-dire lithium, sodium, potassium, plus on va se déplacer vers le bas, c'est-à-dire en partant du lithium vers le potassium, plus le rayon va augmenter de l'atome et donc l'attraction du noyau, les électrons périphériques, l'électron de 4s1, il est plus loin du noyau ici qu'ici. D'accord? Donc ici, l'énergie d'ionisation va diminuer en allant du haut vers le bas. Et donc, si on juge dans le sens inverse, si on se déplace du bas vers le haut, donc c'est-à-dire que si on va du potassium vers le lithium, bien évidemment, elle va augmenter. D'accord? Donc, l'énergie d'ionisation varie dans le sens inverse du rayon atomique. Plus le rayon augmente, plus l'énergie va diminuer parce que les électrons sont plus loin du noyau et donc l'attraction, elle est plus faible. Maintenant, on va voir comment varie cette énergie d'ionisation lorsqu'on se déplace dans la même période. C'est-à-dire, ici, par exemple, vous avez dans le tableau, dans la même période, c'est-à-dire on va rester dans la même ligne. On a dit tout à l'heure, les éléments qui appartiennent à la même période, ce sont des éléments qui ont la couche de valence à la même valeur de n. Donc, la même valeur de n, mais un z qui va augmenter, bien entendu. Donc, si on se déplace de gauche à droite, vous voyez que la charge Z augmente. Donc, elle est plus grande elle est plus grande dans le néon que dans le carbone. C'est-à-dire, en allant de gauche à droite, la charge Z va augmenter. Et par suite, le rayon va diminuer. C'est-à-dire, la distance entre l'électron de valence et le noyau va être plus petite. Et donc, puisque la distance est plus petite, ça veut dire que l'attraction, elle est plus forte. Donc, plus on se déplace de gauche à droite, plus l'attraction est forte et donc l'énergie d'ionisation va augmenter. D'accord? Donc, on va résumer ça dans un autre tableau. Donc, ici, vous avez, si on est dans une même période, on a dit tout à l'heure, donc l'énergie d'ionisation va augmenter de gauche à droite. C'est-à-dire, si on se déplace du lithium vers le néant, euh, la charge, le Z augmente, mais le N, il est le même. Donc, c'est la distance entre l'électron et le noyau qui va devenir plus petite, ici, dans le néon que dans le lithium. Donc, le Z
Ici, dans ce sens-là, Z va augmenter, l'énergie d'ionisation va augmenter. Donc, l'énergie d'ionisation augmente de gauche à droite et du bas vers le haut. Donc, dans le tableau périodique, donc normalement, l'énergie d'ionisation, elle varie dans le sens inverse du rayon. Si on va juger le rayon, ici, le rayon va diminuer de gauche à droite et il va augmenter, il va diminuer aussi du haut vers le bas. Alors, on va définir le rayon. C'est quoi un rayon atomique? Alors, le rayon atomique, on le définit par rapport à un atome diatomique homonucléaire, c'est-à-dire qu'il y a le même nom, qui a le même type d'atome. Donc, on va prendre, c'est la distance entre le noyau et les électrons de valence. Ça, c'est Ra. Et on va faire la somme des deux distances et on va diviser cette distance par deux. Ça va être là, ça va être donc c'est là le rayon. Donc c'est la distance entre les deux rayons, entre les deux noyaux si vous voulez, mais divisé par deux. Et bien sûr, il faut choisir les atomes diatomiques, les molécules diatomiques qui n'ont pas de double liaison. Par exemple, pour l'oxygène, on ne va pas choisir la molécule d'oxygène, on va choisir la molécule H2O2. Donc, le rayon atomique, comme on a dit tout à l'heure, ici, par exemple, le rayon atomique, en allant du haut vers le bas, dans une colonne, le rayon atomique augmente parce que vous avez, l'atome est beaucoup plus grand et le rayon atomique, il va augmenter en allant de droite vers la gauche. C'est-à-dire, en se déplaçant dans une période de gauche à droite, le rayon va augmenter et il augmente en allant du haut vers le bas dans le tableau, dans un groupe. Alors normalement, si on veut comparer le rayon d'un atome par rapport aux cations et aux anions, alors si vous avez par exemple un atome A, le rayon du cation A+ est toujours inférieur à A, au rayon de A. Et c'est l'inverse lorsque vous avez des ions chargés négativement. Le rayon des anions A- est toujours supérieur au rayon des cations. De l'atome neutre, pardon. Donc, ici, le rayon de A- est toujours supérieur à A et le rayon de A+ est toujours inférieur au rayon de A. Il y a une autre propriété qu'on va définir, c'est l'affinité électronique. Alors, on va supposer, par exemple, si on a une réaction comme ça, une réaction au cours de laquelle on va fixer un électron sur l'atome A. Donc, on va obtenir, donc, la réaction va donner un anion A-. La réaction va se faire avec une énergie qu'on va appeler énergie de fixation. Donc, on va définir l'affinité électronique étant égale à l'opposé de cette énergie de fixation. Donc, ça va être égal à moins énergie de fixation. Donc, si vous avez on va calculer l'énergie de fixation d'un électron sur un atome et l'affinité électronique, ça va être moins moins la valeur de l'énergie qu'on trouve. D'accord? Alors ici, vous avez donc l'électron varie comme l'énergie d'ionisation en sens inverse du rayon atomique. Donc comme l'énergie d'ionisation, on a vu tout à l'heure que l'énergie d'ionisation, elle variait dans le sens inverse du rayon. Lorsque le rayon augmente, l'énergie d'ionisation diminue. Ici, on a vu la même chose. Ici, par exemple, lorsqu'on se déplace dans une colonne, on a vu que en allant du haut vers le bas, le rayon augmente. Et donc l'énergie d'ionisation diminue. Et la même chose pour le rayon, la même chose pour la période, pardon. Lorsqu'on se déplace de droite à gauche, le rayon va augmenter et l'énergie va baisser. Donc ici, on a la même chose que la variation, l'électronégativité, l'affinité électronique, pardon, va varier dans le même sens que l'électronégativité. Alors, ça veut dire, normalement, vous vous souvenez, on a toujours dit que l'énergie d'ionisation, elle était toujours positive. C'est pas la même chose pour l'affinité électronique. L'affinité électronique, elle peut être positive comme elle peut être négative. Alors, si on veut interpréter l'affinité électronique, alors si on trouve une valeur positive, ça veut dire que
l'anion A- qu'on a trouvé a une énergie plus faible que A. Ça veut dire que l'anion A- est plus stable que l'atome neutre. Donc, la dernière propriété qu'on va définir, c'est l'électronégativité. Alors, on l'a définie comme étant la, la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons. Et lorsque vous avez une molécule A, B, si l'atome B, par exemple, est chargé, porte une charge partielle moins, ça veut dire que c'est un élément électronégatif, c'est-à-dire qu'il va attirer vers lui les électrons de la liaison. Donc, on dit que ce sont des éléments électronégatifs. Donc, les éléments électronégatifs du tableau, on a vu tout à l'heure, ce sont les chalcogènes, les chalcogènes, les atomes du groupe de l'oxygène et les atomes du groupe de fluor, parce que ce sont des éléments, on a dit tout à l'heure, celui-là, il a une couche de valence Ns2-Np4, il faut deux électrons pour saturer sa couche périphérique, et Ns2, Np5, c'est les halogènes, il leur faut un seul électron pour saturer leur couche de valence. Donc, il y a deux types il y a deux méthodes pour calculer l'électronégativité. La première échelle, c'est l'échelle de Mulliken. Donc, pour calculer l'échelle de Mulliken, on va faire une moyenne arithmétique de l'énergie d'ionisation, la première énergie d'ionisation et l'affinité électronique. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire la somme des deux, l'affinité électronique et l'énergie d'ionisation, la première, et on divise par deux. Donc, ça, c'est la première échelle. Elle est un peu très approximative. Par contre, on va chercher, il y a une autre échelle qui est beaucoup plus précise, enfin, approximative aussi, mais plus précise que l'échelle de Mulliken, c'est l'échelle de Pauling. Alors, ce calcul-là, Pauline, elle est basée sur les énergies, ces énergies des atomes, des molécules biatomiques de A et B. Par exemple, si on veut calculer l'électronégativité de A et l'électronégativité de B, on s'intéresse d'abord à l'énergie de formation de la molécule AB à partir des molécules A2 et B2. Et cette énergie-là de formation, elle est égale à la moyenne géométrique des énergies de formation de A2 et de B2. D'accord? Et on constate expérimentalement, on voit que l'énergie expérimentale de formation de AB, elle est toujours supérieure à cette moyenne géométrique. Donc il y a toujours une différence qu'on va appeler delta égale à la différence entre l'énergie expérimentale et l'énergie qu'on trouve théoriquement, qui est la moyenne géométrique. Donc, Pauline va attribuer cette différence d'énergie, cette différence au fait qu'il y a une différence d'électronégativité entre les deux atomes A et B. C'est-à-dire qu'il va définir donc cette différence d'électronégativité, elle est égale à delta. Donc xi de B moins xi de A, donc ça c'est l'électronégativité de B moins l'électronégativité de A au carré égale à la différence des énergies de la formation expérimentale de la molécule AB moins l'énergie de formation de AB mais théorique. Donc, on trouve toujours, donc ça c'est pour trouver la différence entre les deux électronégativités, donc c'est égal à 0,208 racine de cette entité-là. Normalement, ça c'est un facteur pour juste transformer les kilocalories en électromoles ou l'inverse. Si les deux atomes ont la même valeur d'électronégativité, à ce moment-là, on dit que la liaison est covalente. Qu'est-ce que ça veut dire la liaison covalente? C'est-à-dire que les deux électrons vont laisser entre les deux électrons de la liaison. Donc, les électrons de la liaison ne sont attirés ni par B. Ils vont rester au milieu des deux atomes. Alors, s'il y a une différence d'électronégativité, si xi de B moins xi de A est différent de 0, à ce moment-là,
les électrons seront attirés vers l'atome le plus électronégatif, c'est-à-dire qu'il y a la valeur de xi la plus grande. Et c'est celui qui va porter la charge négative, comme on a vu tout à l'heure ici. Donc ici, la charge moins, elle est portée par l'élément le plus électronégatif. Et donc, c'est lui qui va avoir la valeur xi de B la plus grande, parce que c'est lui qui porte la charge négative. D'accord? Pauline va établir une échelle d'électronégativité qui va de 1 jusqu'à 4. Et donc ici, donc l'atome le plus électronégatif, c'est le fluor. Donc si vous voyez ici, on voit que l'électronégativité va varier comme l'énergie d'ionisation, elle va varier de gauche à droite, ici dans un groupe, pardon, dans une période, comme on a vu tout à l'heure, l'énergie d'ionisation, elle augmentait en allant de gauche à droite dans une période. Donc, la même chose pour l'électronégativité. Elle va augmenter aussi en allant du haut vers le bas. Elle va diminuer, pardon, du haut vers le bas ou augmenter du haut vers le bas. Donc, elle augmente en allant de gauche à droite ou du bas vers le haut. Et elle varie, bien sûr, dans le sens inverse du rayon atomique. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre de classification périodique. Je ne sais pas, j'espère que ça a été assez productif. Donc, je vais essayer de vous donner la semaine prochaine, on va faire quelques exercices comme ça de révision pour que vous puissiez vous familiariser avec toutes ces notions-là. Alors, je vous laisse à la prochaine. Merci.